Venez, on se dit une vérité que tout le monde sait mais que personne ne dit à voix haute. Dès qu'on ne voit pas les Mugiwara, dès qu'on est dans un flashback, c'est les meilleurs moments de One Piece. Dites la vérité, quand on n'est pas avec les Mugiwara mais qu'on est ailleurs dans le monde, et encore mieux quand on est dans une backstory de personnage, c'est là où on le prend le plus de plaisir. Oda est juste trop fort pour faire des flashbacks, et moi je vous le dis, depuis qu'on est dans le flashback de Loki, je crois que je vis ma meilleure période de One Piece. Et pourtant, j'avais déjà dit ça quand on avait vu le flashback d'Oden, et j'avais redit ça quand on a vu le flashback de Kuma. Et tous les mystères qu'il nous met dans l'histoire principale, ils sont la plupart du temps résolus grâce au flashback. Et c'est ça qu'on aime, et c'est ça qu'on veut. Pas de mal à dire que les flashbacks et les moments où on voit pas les Mugiwara, c'est le meilleur moment de One Piece, parce que ça peut déranger certains fans de se dire que quand on voit pas les Mugiwara, ça leur dessert parce que les personnages ils sont un peu mis en retrait, etc. Mais ça veut pas dire qu'on les aime moins, hein. En fait, c'est juste que Oda est trop fort pour faire des flashbacks, point, c'est comme ça. Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on va parler du chapitre 1157 de One Piece. Je l'attendais même pas, je croyais qu'il y avait une pause cette semaine et finalement on m'a envoyé le lien à 1h du matin et j'étais trop content de le lire. Cette chaîne est nouvelle, je compte sur vous les gars, on va sortir des vidéos sur tous les chapitres qui sortent, on va faire des analyses, on va faire des shorts sur des sujets qui datent, même s'ils ont 25 ans les sujets, on va aller creuser le thème de One Piece au maximum parce qu'on est fan. Donc je vous invite à liker, à commenter, à vous abonner, donner de la force à cette nouvelle chaîne. Je vous promets que vous n'allez pas être déçus, on va vous faire du contenu incroyable toutes les semaines. Et maintenant que vous avez fait ça, la vidéo peut commencer. Parlons un petit peu de Rox les amis. Rox dit Chebek. Ce mec-là, depuis qu'il est arrivé dans l'histoire, depuis qu'il y a eu son reveal, c'est devenu mon personnage préféré. Évidemment, on est censé être dans le flashback de Loki, mais venez, on se le dit, c'est aussi un petit peu le flashback de Rox. Alors là, il y a le débat sur YouTube de dire est-ce que Roger c'est une fraude? Est-ce que Chebek était le vrai roi des pirates? C'est pas vraiment ça. J'ai vu une analyse et je crois que c'est le Mont Corvo qui le disait. Nous, on suit dans l'histoire principale l'évolution de Luffy et de son équipage. Luffy, il commence, c'est un rookie, le mec est faible, il se fait taper par les amiraux, il se fait taper par Crocodile, il se fait taper par Magellan, il galère avec certains antagonistes alors qu'ils sont pas super chauds quand on voit le niveau de certains personnages aujourd'hui, et on le voit évoluer et on sait que ça va devenir le roi des pirates. Donc, il faut se dire que Roger, à son époque, il avait la même évolution. En gros, il y a d'un côté les personnages qui ont une puissance un peu innée et qui ont un destin hors du commun tout de suite, et il y a ceux qui vont le créer. Et du coup, moi, je suis pas trop d'accord avec ceux qui disent que Roger est une fraude, parce qu'en vrai, je trouve que ça donne la profondeur à Roger de se dire le gars, il est pas juste là parce qu'il avait un destin hors du commun, et ça remet du coup un peu les compteurs à l'heure pour ceux qui disent ouais, One Piece c'est que du destin, nanana. En vrai, Roger, il s'est battu, il a progressé, il a fait des efforts, il est devenu celui qu'on connaît grâce à toute sa détermination, tous ses efforts et ses rêves. Chebek, c'est une force de la nature de naissance. On ne connaît pas encore d'où il vient, on ne connaît pas ses parents. D'ailleurs, venez, on se le dit, on aimerait qu'il y ait des flashbacks sur Garp, sur Shanks, sur Chebek, sur Harald quand il est né. En fait, on voudrait que du flashback. Parce qu'il y a tellement un lore de malade mental dans One Piece qu'on pourrait se contenter juste des backstories. On n'a même pas besoin de suivre les Mugiwara. On kiffe les Mugiwara, les gars. Ne croyez pas que je suis en train de dire qu'il faut pas qu'on les voit. Mais on pourrait se contenter des flashbacks. Oda, repose-toi, donne juste le scénario, parce que t'es trop fort pour ça, et laisse les autres faire les dessins, il n'y a aucun problème. Bref, aujourd'hui, on a une vraie révélation. Je sais pas si tout le monde a compris, mais le trésor des pirates, le trésor de la ruche qui a été volé à God Valley par les dragons célestes, c'est Shaki. Les gars, les pirates sont venus se taper pour une femme. Oda, il a très bien compris ce qui fait fonctionner le monde et il joue là-dessus à mort et je trouve ça grave stylé. Donc en gros, on apprend dans ce chapitre que Shakuyaku, Shaki, pour les intimes, qui est, comme vous le savez, dans le futur, la femme de Rayleigh le Goat, parce que le gars, c'est le seul qui lui a un petit peu tenu tête et du coup, elle a succombé à son charme. Elle devait être capitaine des Kuja après que Gloriosa ait rejoint les Rocks. D'ailleurs, on ne sait pas comment elle les a rejoints, mais vu le chapitre précédent, on peut se douter que c'est un peu pour se venger ou du moins pour se rapprocher de Roger d'une façon ou d'une autre, parce que les impératrices d'Amazon Lily
On le sait maintenant, c'est une certitude. Elles succombent toutes à la maladie de l'amour. Et en fait, dès qu'elles tombent amoureuses d'un homme, elles tombent malades et ça peut aller plus loin et elles peuvent carrément en mourir. D'ailleurs, Toritoma, on va dire la seconde de l'équipage de Shaki, pardon, a priori, elle est morte de ça. Dans ce chapitre, on découvre que Shaki a abandonné son titre d'impératrice, a abandonné son titre de capitaine des pirates Kuja, pour venir s'installer dans le plus grand des calmes, à la ruche. Et la meuf, elle a dit, je vais ouvrir un bar. Et en fait, quand j'ai lu le titre du chapitre qui est le bar légendaire, je me suis dit que ça allait être le bar de Elbaf, où il y a la mère de Ashruddin. Et en fait, non, on est sur la ruche et il y avait un bar légendaire sur la ruche. Et la légende, évidemment, elle vient de Shaki, parce que c'était la femme la plus courtisée du monde, au point même qu'il y a des pirates qui ont pris la mer parce que leur rêve, c'était de rencontrer Shaki sur la mer, même s'ils se faisaient taper. Il n'y avait aucun problème. Ils allaient là pour rencontrer Shaki, parce qu'elle était juste extraordinaire, juste trop belle, trop magnifique et tout. Et la deuxième raison qui fait que ce bar est une légende, c'est parce qu'il y avait une file d'attente de plus d'1 mois. Et la meuf, elle a vraiment joué de ses charmes pour dire à tous les pirates, de 1, vous allez m'accepter, de 2, je vais ouvrir mon bar, et je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est un bar à arnaque, et en plus de ça, vous allez me protéger les gars. Sauf qu'en fait, ils l'ont pris à la lettre. Et au point même que quand elle a été kidnappée par les dragons célestes, les Rox et les pirates de Roger sont venus se battre sur God Valley pour la récupérer. A priori, ça a été réussi. A priori, c'est Roger qui a gagné et Rayleigh. Voilà, il faut qu'on se le dise. Parce qu'ils sont repartis avec, pour qu'elle finisse finalement sur Shabaudi et qu'elle ouvre de nouveau un bar sur Shabaudi. Alors, le truc qui se passe avec Shaki, c'est que même vieille, elle est belle, donc on verra pourquoi ça se passe comme ça pour elle et pas forcément pour les autres, parce que Gloriosa, elle a très mal fini. Mais c'est pas les seules infos qu'on a dans ce chapitre. Dans ce chapitre, évidemment, on continue avec l'épopée des Rox qui est maintenant totalement formée. Là, je pense qu'on est sur l'équipage définitif des Rox, et de toute façon, c'est que des monstres de puissance, c'est que des légendes, c'est que des grands barjots. Et la première scène, c'est eux qui sont en train de voler le trésor, ou du moins l'argent récolté par le temple fédéral de la bienfaisance internationale qui s'appelle la Fat Colony. Alors je pense qu'Oda là, il joue bien avec les mots pour dire que le gouvernement et que les organisations un peu mondiales, elles sont manipulées, elles sont corrompues, parce que la Fat Colony, bah, fat, ça veut dire gros, gras. C'est pour dire qu'en gros, ils s'engraissent avec de l'argent qu'ils sont censés donner aux pauvres, au point même que les Rox, qui sont des criminels, vont voler cet argent et leur disent, les gars, on sait que vous planquez cet argent pour vous et que c'est pas pour le redistribuer aux pauvres. Et ça, c'est Big Mom qui le dit, alors que Big Mom, on sait qu'elle est avarde aussi. Donc les Rox sont là, ils récupèrent le butin, ils vont pour se barrer, et on a une action super drôle de Shiki qui va balancer une espèce de bombe ou de grenade là où il y a Barbe Blanche, Kaido et Kyo, qui est son rival parmi les Yakuza. Et le gars veut carrément les tuer en fait. Il en a absolument rien à foutre. Il leur envoie une bombe. Et après, quand ils sortent, évidemment, il y a Barbe Blanche qui fait une dinguerie avec son pouvoir, qui met une pression à tout le monde. Moi, je pense qu'à partir de cette image, on peut dire que Barbe Blanche, il était déjà un peu au-dessus de tout le monde niveau level. Peut-être pas au-dessus de Rox, mais il tendait déjà à être l'homme le plus fort du monde. Je pense que Rox, c'est pas seulement sa puissance physique qui le déterminait comme un des plus grands pirates, si ce n'est le plus grand pirate de cette époque, parce qu'on apprend aussi dans ce chapitre que c'était l'ère des Rox, ni plus ni moins, alors qu'il y avait Roger qui naviguait sur les mers et qu'il allait être le futur roi des pirates, mais il n'avait pas encore le niveau, c'était l'ère des Rox, mais je pense qu'à ce moment-là, Barbe Blanche était déjà peut-être deuxième homme le plus fort du monde, si ce n'est le premier. Du coup, après cette action, on voit ce petit groupe-là qui discute. Kaido, super mignon, qui est le petit de Barbe Blanche et qui lui dit « Moi aussi, j'aimerais bien avoir un pouvoir ». On sait par la suite que son pouvoir, il va l'avoir à God Valley parce que Big Mom va le voler au Dragon Céleste parce que c'était un des cadeaux qui étaient promis aux vainqueurs du tournoi de God Valley, donc pour les Dragons Célestes. Ce petit groupe et le reste de l'équipage des Rox se rendent compte que la marine les encercle, mais l'information qu'on a ici et qui nous a déjà été teasée un petit peu dans le chapitre précédent, c'est qu'il y a certainement une taupe parmi les Rox. J'ai vu 2-3 théories tourner qui disaient que Kyo, alias H d'argent, avait une cicatrice en forme de croix sur le menton et que c'était le signe distinctif de la famille de Drake. Donc, il y a une théorie qui dit qu'il serait le grand-père de Drake et que du coup, comme son père et son fils après lui
est infiltré de la marine chez les Rox, ou du moins du gouvernement mondial. Mais ça me paraît un peu gros, parce qu'il a quand même été présenté par Garp quand on a appris l'existence de l'équipage des Rox, et ça m'étonnerait qu'un marine parle de hache d'argent comme d'un ennemi alors que c'est un infiltré. Moi je pense que la taupe, elle est ailleurs, on découvrira pas tout de suite qui c'est, mais c'est sûr qu'il y en a une, parce que non seulement ça fait 2 fois qu'on nous le tease, mais en plus de ça, on a la marine qui arrive beaucoup trop vite sur cette île pour s'occuper des Rox, et il y a le trésor de l'île de la ruche qui a été volé, et ça aurait pas pu être fait sans une taupe, sans savoir quand les Rox ne sont pas présents pour la défendre, etc. Donc je vous le rappelle, le trésor de la ruche, le trésor de l'île des pirates, c'est Shaki, les gars. C'est une femme. Le monde entier a été retourné et il y a eu un incident de classe mondiale qui est certainement le plus gros incident des 800 dernières années dans le monde de One Piece, déclenché juste pour une femme. Et je vous le dis, c'est pas n'importe qui cette femme, parce qu'on le voit, quand il y a l'équipage des Rox qui découvre son bar et qui rentre, elle leur fait un petit clin d'œil, genre « Est-ce que vous pouvez m'aider ?» Il y a tout l'équipage des Rox qui tombe sous son charme. Rox lui-même, ce démon en puissance, qui se fait avoir, on voit son cœur qui sort de sa poitrine. C'est le cas aussi pour Ochoku, c'est le cas aussi pour Captain John, et c'est même le cas pour Barbe Blanche, Edward fucking Newgate, les gars, qui a son cœur qui sort de sa poitrine, alors que lui-même est courtisé par une autre, Miss Buckin, alias Stussy, et qu'on connaît bien plus jeune avec le CP0, mais qu'on connaît aussi plus vieille avec Weeble, qui est soi-disant le fils de Barbe Blanche. Avec tout ce qu'on sait sur ce personnage, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Weeble est un clone raté de Barbe Blanche et que Buckin demande de faire des tests ADN pour savoir si c'est vraiment son fils parce qu'il possède le même ADN. Mais ça veut pas dire qu'il a été, désolé pour les termes, fécondé entre Barbe Blanche et Miss Buckin. Voilà pour la petite anecdote. On voit aussi dans ce chapitre que Gloriosa et Buckin sont un petit peu jalouses de Shaki parce qu'il n'y en a que pour elle. Il y a d'ailleurs une discussion avec Big Mom, alias Charlotte Linlin, qui a déjà Oven et Katakuri. Katakuri qui est posé sur son épaule comme un épouvantail, je le trouve trop stylé. Et elles ont une discussion où Big Mom lui dit « Tu devrais arrêter de poursuivre un homme, Gloriosa, parce que, on le sait très bien, les femmes de l'île des femmes succombent au pouvoir de l'amour et c'est super dangereux, ça fait des ravages. » On a une petite pique de Gloriosa qui lui dit « Je peux pas écouter des conseils d'une femme qui pond des enfants à la pelle. » Et en fait, on le sait, Big Mom, elle avait déjà commencé à avoir plein d'enfants. D'ailleurs, je sais pas ce que vous pensez de son chara design et de son physique à cette époque-là, parce que je trouve qu'il y a un décalage entre son chara design quand elle est petite, quand elle est à son prime et quand elle est plus vieille. Donc on la voit du coup désolé pour les termes, mais bien plus grosse, puis super fine, et ensuite beaucoup plus grosse. Est-ce que à ce moment-là, son corps était aussi indestructible que plus tard? On le sait pas. On a une autre information super importante, c'est que Harald a continué sa quête pour essayer de rallier Elbaf au gouvernement mondial. Sauf que il y a un problème avec Harald et avec sa mission. Il est contre les agissements du gouvernement mondial, et pourtant, il veut quand même affilier Elbaf au gouvernement. Malheureusement, Harald a fait une erreur qui va, je pense, lui coûter très cher. Il s'est attaqué à un bateau du gouvernement qui considérait que les autres pays qui n'étaient pas affiliés au gouvernement mondial ne pouvaient pas être considérés comme des humains et donc n'avaient pas de droits humains. Et malheureusement, il a craqué, son instinct a pris le dessus parce que c'était des gens qui ont aidé Elbaf pendant la famine et il a une dette envers eux. Harald, c'est un guerrier, c'est un homme d'honneur, c'est quelqu'un qui a des valeurs. Quand il a vu que ces personnes étaient attaquées gratuitement sans aucune raison, il les a défendus et donc il a attaqué un bateau du gouvernement mondial. Et ça a créé un incident qui a bien évidemment été relié par le World Economic Newspaper. Et ça va dans le sens du gouvernement mondial. Je cite, « Le roi Harald a montré son vrai visage alors qu'il prétendait être allié au gouvernement mondial. Il l'a trahi en coulant un navire de la marine innocent. » Nous, quand on voit les faits, on sait très bien que ce navire de la marine n'est pas innocent. C'est même eux les méchants de l'histoire. Mais malheureusement, c'est écrit par les journaux, c'est Harald le méchant et tout le monde va le considérer comme tel. Évidemment, Rox profite une nouvelle fois de cette occasion pour essayer de rallier Harald à sa cause et de l'avoir dans son équipage. Je vous le dis les gars, je pense que Rox n'est pas aussi maléfique qu'on a essayé de nous le faire croire depuis le début et que ce mec a en vrai une mission super vertueuse. Vous le voyez, il s'attaque au gouvernement mondial, il s'en prend aux institutions qui ne respectent pas les êtres humains. Ça ne veut pas dire qu'il fait du bien,
Ça reste quand même un électron libre qui fout la merde un peu partout et qui est entouré de grands criminels et qui font des vrais dégâts. Mais pour le moment, on n'a pas entendu parler de civils. Il s'attaque au gouvernement mondial, il s'attaque aux lieux emblématiques de la marine et du gouvernement, et il s'attaque aux navires de la marine. Il essaye de rallier Harald parce qu'il sait qu'Harald a une mission vertueuse. Et je pense qu'il se sent lié à cette mission parce que lui-même en a une. Il veut pas seulement devenir le roi du monde, je pense qu'il veut faire changer le monde. Et ça, c'est la subtilité qu'on n'a pas avec Rox, et c'est ce que, encore une fois, la manipulation des journaux et du gouvernement essaie de faire croire. Rox n'était pas seulement un méchant, Rox était quelqu'un qui essayait de faire changer les choses, qui essayait de rabattre le statu quo pour rendre le monde meilleur. Il essaye de rallier Harald, mais ça fonctionne pas. D'ailleurs, ils ont une petite discussion qui tourne un petit peu autour de Garp, et ça nous rappelle aussi que Garp est très nuancé, qu'il est au niveau de ces deux mecs-là, donc de Harald et de Rox Ditchebek, et ça nous rappelle que le monde n'est pas tout noir ou tout blanc et qu'il faut pas se laisser manipuler. Je veux pas faire de politique, mais Oda, il se sert très bien de son manga pour faire des parallèles avec ce qu'on vit dans la vie réelle, et ça nous fait vraiment réfléchir. Je sais pas ce que vous avez pensé de ce chapitre, moi je le trouve vraiment génial. Encore une fois, quand on est dans un flashback, c'est là où on vit les meilleurs moments de One Piece. J'adore voir le développement de Rox, j'adore aussi voir le développement d'Harald, qui j'ai l'impression, malgré sa stature, est dans une espèce de souffrance perpétuelle parce que sa mission ne pourra jamais aboutir et qu'en plus il va être trahi. Nous on croit tous que c'est Loki qui l'a tué, mais en fait on a compris que c'est le gouvernement mondial qui lui a fait l'envers. Surtout que la dernière page de ce chapitre nous montre la salle des doyens avec un des membres du Gorosei qui propose à Harald un dilemme. Si tu veux qu'Elbaf soit rallié au gouvernement mondial, tu dois tuer Rox. Et les gars, je vous le dis, si le gouvernement mondial demande ça à Harald, c'est qu'à cette époque-là, c'est le seul, peut-être, qui est capable de le faire. Son équipage le ferait pas. Edward Newgates, alias Barbe Blanche, ne le ferait pas parce que c'est un subordonné, que c'est quelqu'un qui a un code d'honneur qu'il doit respecter. On ne tue pas quelqu'un de son équipage. On voit ce que ça a déclenché quand Teach a tué Thatch. Barbe Blanche ne le ferait pas. Roger, il n'est pas dans le délire de tuer ses ennemis, je pense que c'est un Luffy bis. Le seul qui aurait la capacité de le faire pour sauver son peuple, entre guillemets, c'est Harald. Et le gouvernement l'a très bien compris, mais on sait aussi que le gouvernement est très manipulateur et qu'ils vont trahir Harald. Voilà, c'était tout pour le chapitre 1157 de One Piece. J'espère que vous avez kiffé. La semaine prochaine, il y a une pause. On fera peut-être des petites vidéos courtes ou des vidéos analyses sur les derniers chapitres. Et d'ici là, je vous dis à très vite. À bientôt l'équipe. Ciao!